monsieur, bonsoir. L'information de 23h sur RTI1. Voyons ensemble les titres au sommaire de ce journal. Le Premier ministre lance les travaux d'un centre de service civique près d'Adzopé d'une capacité d'accueil de 500 pensionnaires. C'est un établissement de seconde chance pour l'accueil et la formation des jeunes dans le cadre du PGDEC qui prévoit ouvrir 14 centres de ce type dans le pays dans les 18 mois. La ministre d'État, Candia Camara, en visite de travail aux États-Unis pour des partenariats pour la jeunesse, des contrats pour le domaine de la formation et l'emploi des jeunes qui entrent bientôt dans sa phase pratique. Nous le verrons dans la suite de ce journal. Et nous vous proposons ce soir une immersion dans le premier centre de service civique de la Côte d'Ivoire ouvert dans la ville de Bouaké. La mise en œuvre de cette politique volontariste au profit des jeunes vise à leur assurer une insertion professionnelle et aussi garantir de meilleures conditions de vie. Bienvenue dans ce 23h. Le Premier ministre lance les travaux d'un centre de service civique près d'Adzopé. D'une capacité d'accueil de 500 pensionnaires, c'est un établissement de seconde chance pour l'accueil et la formation des jeunes dans le cadre du PGDEC. Le programme de mise en stage prévoit ouvrir 14 centres de service civique dans les 18 mois à suivre dans le pays, suivant ce rapport de Franck Quadio sur cette cérémonie. Après Bouaké et Daloa, bientôt un centre de service civique à Adzopé et alentour. Ce geste symbolique du Premier ministre Patrick Achi illustre bien la volonté du gouvernement d'achever le projet de construction de 14 centres dédiés au service civique à travers la Côte d'Ivoire. Construit sur 5 hectares, ce centre va accueillir 500 pensionnaires et le plan de masse prévoit des salles de cours dédiées à plusieurs modules techniques, mais aussi à l'agriculture. Le centre de service civique est chez nous, c'est vraiment une joie pour nous. Le besoin existe. Ça permettra à cette jeunesse de pouvoir se former dans ce domaine, dans un domaine bien de l'agricole, l'entrepreneuriat agricole, tout ce qui est la formation agro-pastorale. Et ces jeunes auront des acquis, des compétences, en plus des connaissances, tout ce qui est discipline, civisme. Population et élus locaux en phase avec la vision du président Alassane Ouattara en faveur de la jeunesse. Le ministre à charge du service civique rappelle le contexte de cette action de l'État. Pour la seule année 2023, ce sont 361 milliards de francs CFA qui seront investis pour impacter autour donc, de 700 000 jeunes, avec 99 milliards investis donc, dans les infrastructures. Nous avons un objectif de 14 centres de services civiques à construire sur l'ensemble du territoire national les 18 prochains mois. Notre objectif est 100% d'insertion professionnelle pour tous les jeunes qui fréquenteront les centres de services civiques. Faire en sorte que toutes les cohortes de jeunes puissent, à l'issue donc des 6 à 9 mois de formation, avoir un emploi. Cheville ouvrière du PJGouv dédié à la jeunesse, le Premier ministre Patrick Achi relève l'intérêt d'un tel plateau ouvert au service civique. Cette cérémonie de pose de première pierre n'est pas une cérémonie comme les autres. Elle a pour objet de faire en sorte que dans notre pays, personne ne soit laissé en marge du développement. C'est d'apprendre que dans la vie, on ne peut pas avancer uniquement parce qu'on a des connaissances dans la tête. Mais que dans la vie, pour avancer et réussir, il faut également avoir un certain nombre de valeurs qu'on doit cultiver. On va vous apprendre ici l'engagement et le patriotisme. L'engagement, c'est d'apprendre à faire des choses où on est entier. On ne le fait pas à moitié. Après la ville d'Adzopé, Korogo, dans le nord du pays, va accueillir le prochain centre de service civique. Celui d'Adzopé sera livré dans 7 mois.
Et voilà le projet présenté, la vision de ces centres expliquée. Je vous propose maintenant un élément pragmatique, faisant focus sur le premier de cette série de 14 centres de services civiques qui nous a d'ailleurs ouvert ses portes et nous livre tous ses secrets. Il s'agit du centre de Bouaké, voyant l'immersion de notre reporter Kader Sogodogo et celle dans le dossier Vie d'ici de la semaine. On regarde. Centre de service civique de Bouaké, ici au quartier Kennedy. L'horloge affiche 7h00. C'est l'heure du salut aux couleurs pour les pensionnaires de ce centre. Le centre de service civique a été ouvert officiellement le 24 mars 2023 par le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement. C'est vraiment le premier centre de grande capacité que le gouvernement a mis à la disposition des jeunes pour pouvoir leur permettre de se resocialiser, mais également leur permettre de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Je suis allée à l'école jusqu'en classe de terminale, mais j'ai perdu mes parents très tôt, donc je n'ai pas eu de soutien, c'est pour cela que je suis là. Ici, c'est une autre chance pour moi. Des jeunes heureux d'être là. Je me sens bien dans la formation. Je suis content d'être là. Dès leur arrivée, la fouille est un passage obligatoire. Nous retirons les portables, l'argent et puis ce qui n'est pas trop nécessaire. Tout est mis gratuitement à la disposition des pensionnaires. On leur donne les corvées, les maillots, les chaussures, les serviettes, les éponges. Quitte en main, destination l'infirmerie. On essaie de vérifier s'ils peuvent vraiment être aptes à faire la formation. De l'infirmerie au dortoir, vite fait, le drapeau attend. Chaussures, tenues de sport, le volet militaire suit. Nous, militaires de tout rang, gendarmes, marins, armées de l'air, armées de terre, ici présents, nous avons pour mission principale d'enlever la mentalité civile, inculquer le civisme en eux. Les pensionnaires découvrent certaines réalités. La loi, la discipline, il faut s'y faire. Bon, arrivé ici, je me suis rendu compte qu'on devait se coiffer et j'ai défait mes cheveux. C'est l'une de mes camarades qui m'a coiffé sur place. Aucune condition pour intégrer le centre. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'école, des cours d'alphabétisation pour la mise à niveau. Ils vont apprendre à écrire et à lire avant toute chose. Et ceux qui n'ont même pas de niveau du tout, on les prend, ils constituent un groupe. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui ont quand même un certain niveau. La resocialisation, une réalité. Le service civique, pour être des hommes et des femmes, des valeurs pour la nation. Quand on a travaillé pendant 2 mois sur le savoir-être, il faut travailler également sur le savoir-faire. Et donc, selon les métiers de leur choix, ces jeunes-là auront des formations. Pour ceux qui auront choisi la mécanique, ils feront de la mécanique. Ceux qui auront choisi les métiers du bâtiment feront ces métiers-là. Ici, tout est prévu. On brûle des calories, mais on en prend également avec un menu bien adapté, avec des repas sains. Cette première cohorte de 500 pensionnaires fera 6 mois au centre. L'objectif du gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, est de passer à 14 centres à travers tout le pays. Et voilà la vision de ces centres de services civiques expliquée dans le dossier Vie d'ici de la semaine. La ministre d'État Kandia Camara est en visite de travail pour des partenariats pour la jeunesse ivoirienne, des contrats pour les domaines de la formation et de l'emploi des jeunes qui entrent d'ailleurs bientôt dans sa phase pratique. Et après Houston, la chef de la diplomatie ivoirienne est à New York, suivant le point de sa mission avec Eric Corret. Bientôt, un centre d'incubation dans le domaine de la technologie et de la technique spécialisé dans la formation et l'emploi des jeunes va voir le jour à Abidjan, dans la commune d'Abobo. Pour la réalisation à court terme de ce projet intelligent et innovant, le maire d'Abobo s'active. Kandia Camara rêve grand pour sa commune. La signature de ce partenariat est le début du processus et les partenaires techniques et financiers s'engagent à réaliser pour Abobo ce projet ambitieux. Je pense que c'est une opportunité très intéressante
pour ouvrir les opportunités pour les jeunes, pour le pays. Il y a tellement de personnes talentueuses et d'opportunités qui existent. Et nous sommes heureux de contribuer donc à faire avancer cela pour accélérer donc leur réussite. Kandia Camara entend jouer sa partition dans le projet du gouvernement en faveur des jeunes. L'année 2023, c'est l'année de la jeunesse. Donc, ce sont des opportunités pour les jeunes Ivoiriens de pouvoir avoir des qualifications pour aller sur le marché du travail. Donc, avec ce programme, nous aurons beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup de jeunes d'Abobo se voir formés, surtout qualitativement, et puis évidemment, soit aller en entreprise, travailler dans des usines, dans des entreprises, ou alors faire de l'auto-emploi, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Kandia Camara a également visité l'un des plus grands centres médicaux du monde, TMC. Ce sont 10 millions de patients qui sont réussis ici chaque année et avec de très bons résultats au niveau de la guérison. Donc nous sommes venus nous imprégner de leur expérience. Vous savez que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est en train de faire construire le plus grand hôpital de Côte d'Ivoire, le plus grand CHU à Abobo. Donc nous avons profité de notre séjour ici à Houston pour visiter le centre médical de Texas. Vous voyez ici, ce sont des équipements de dernière génération et donc cela pourrait permettre à notre CHU d'apporter la guérison à beaucoup d'Ivoiriens. Et ce centre de santé d'Abobo est prévu aussi pour accueillir des malades venant de la sous-région. Une université qui forme et qui appuie les États dans le domaine de l'agriculture est aussi passée au peigne fin par Madame le maire d'Abobo. Et tous ces projets ne seront rien sans organes régulateurs. C'est ainsi que les sénateurs assurent le contrôle de l'action gouvernementale ici en Côte d'Ivoire. Ils parcourent le pays pour une visite de contrôle des grands chantiers de l'État, l'autoroute de Bouaké, de Tiébissou, le chantier du futur CHR de Katiola et même une visite des infrastructures dans la ville de Korogo est aussi prévue. 25 sénateurs sont sur la mission depuis ce 19 mai. Le premier rapport de cette inspection dans ce compte-rendu de Kader Sogodogo. C'est à bord d'un bus de la Sotra que la délégation de sénateurs arrive au kilomètre zéro du prolongement de l'autoroute Tiébissou-Bouaké. Première étape de la phase 2 des visites d'infrastructures de l'État de Côte d'Ivoire. Une mission qui se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Ces visites des grands chantiers et infrastructures par les sénateurs permettront de mieux apprécier l'action du gouvernement et de formuler des recommandations au vu de ce qui a été observé. Pour cette visite, la Géroute, le Bénet, l'entreprise en charge des travaux, tous sont mobilisés pour répondre aux questions des sénateurs. Souvent le goudron s'affaisse. Pour avoir une détérioration, qui prend ça en charge? Ça rentre dans le coût, bien c'est encore des nouvelles dépenses à engendrer. Dès que l'ouvrage est réceptionné, il relève du domaine de l'État, et donc c'est la Géroute et le ministère qui s'occupent de l'entretien courant. Péage, différents compartiments de l'autoroute sont passés au peigne fin. Après Tiébissou et Bouaké, Katiola, avec le CHR en construction. Par rapport à l'ancien, cet hôpital a une capacité de 90 lits, tous services confondus. Coup d'œil, le regard, la conformité, le Sénat est en action. Je suis ravie et je ne peux que féliciter le concepteur, l'architecte qu'est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Deuxième et dernière étape de cette phase 2, Korogo, avec l'université, l'école de police et le stade Amadou Gon Coulibaly. Regard du Sénat sur ces actions du gouvernement.
Et il se tient hors de nos frontières le 4e Forum international des entreprises francophones dans le cadre de l'UCCIF, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, et le président du CESEC de Côte d'Ivoire est le vice-président de cette organisation. Voyons sa participation à ce forum qui se tient au Moyen-Orient, en Jordanie. Le développement avec Didier Nguessin. La Jordanie, pays arabe du Moyen-Orient, a été choisie pour ce 4e Forum international des entreprises francophones parce qu'elle est francophile. Les activités ont été meublées essentiellement par des panels de haut niveau sur plusieurs thèmes, entre autres l'agriculture, l'éducation, le financement des entreprises, l'économie sociale et solidaire, l'eau, l'énergie et les technologies vertes. C'est justement sur ce thème qu'est intervenu le docteur Eugène Akaouele, premier vice-président de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un cadre attractif extrêmement important pour les investissements publics qui favorise donc la compétitivité du secteur public. Car avec le nouveau code des investissements, qui date de 2018, la Côte d'Ivoire, ce code d'investissement permet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs, et même que l'investissement vert et socialement responsable permet également d'encourager la création et le développement des activités orientées, la création d'emplois durables et décents et la production de biens compétitifs, de même que la promotion de la technologie et la recherche et l'innovation. Outre les panels, il y a également eu des réunions bilatérales en présence des conseillers économiques et sociaux membres de l'UCCIF. Autre activité du président du CESEC à Amman, il a eu en compagnie de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Liban et en Jordanie, Christophe Kouakou, rencontré le consul de la Côte d'Ivoire en Jordanie, Farouk Yacoub. Les échanges ont porté sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Le président du CESEC a aussi eu une séance de travail avec le président du Conseil économique et social de la Jordanie, Dr Moussa Chteiwi. Les deux présidents ont décidé d'établir les relations entre les deux institutions. À ce titre, le président du CESEC a invité son homologue jordanien à se rendre en Côte d'Ivoire les semaines à venir. Et cette journée en Côte d'Ivoire fait vivre la mémoire des soldats ivoiriens tombés sur le front au sud de Tombouctou, au Mali. Ce jour, ils ont reçu, donc leurs familles ayant droit, ont reçu le soutien des Nations Unies à hauteur de 96 millions de francs CFA. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Salle de conférence de l'état-major général des armées. Des ayants droit de 2 familles remplissant les conditions sur 4 des casques bleus morts au combat au sud de Tombouctou reçoivent des chèques des mains du général de corps d'armée Lassina Doumbia. Chaque famille a un montant de plus de 48 millions de francs CFA. C'est une indemnisation des Nations Unies. Nous remercions d'abord le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que les autorités militaires qui ont fait tous ces efforts pour que nous puissions avoir cette indemnité, pour que les enfants puissent avoir peut-être de meilleures éducations. Certes, l'argent ne remplace pas l'humain. On ne s'attendait pas à cette somme. Il y a la famille, la grande famille qui est là, il faut départager. Et puis il y a le fils qui est un neveu qui est à l'université et tout ça. Le chef d'état-major général des armées rappelle le sens élevé de la mission des soldats tombés au combat. Ils sont morts pour que leur famille, leur nation et leur territoire ne connaissent jamais le terrorisme et ses terribles conséquences. Et pour leur héroïsme, la Côte d'Ivoire leur est à jamais reconnaissante. Quant à vous, ayant droit du sergent-chef Doumbia Yacouba et du caporal Bamba Moustapha, je peux vous assurer que l'état-major général suit avec attention l'évolution de la procédure et soutenu en cela par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous serez indemnisés, totalement indemnisés. Notons que ces casques bleus ivoiriens étaient déployés pour le compte de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Le mercredi 13 janvier 2021, 4 militaires ivoiriens avaient perdu la vie, 3 autres portent à jamais les séquelles de cette attaque.
Autre actualité, en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert ce 19 mai le 2e sommet de l'élevage d'Abidjan sur le thème jeunesse, emploi et sécurité alimentaire. Et cette année, cette édition, le Brésil veut partager son expérience avec la Côte d'Ivoire. On en parle dans cet élément de Dangui Dangui. La deuxième édition du sommet de l'élevage d'Abidjan s'est ouverte le 19 mai en même temps que le débat sur le potentiel économique de l'élevage en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'assurer la sécurité alimentaire et nous devons garantir à tous une alimentation saine, sûre et durable. Au nombre des invités spéciaux de cette édition de ce rendez-vous annuel sur l'élevage, le Brésil, un pays ami qui veut partager ses expériences, ses connaissances et savoir-faire avec la Côte d'Ivoire. L'importance du secteur bovin du Brésil ne réside pas uniquement dans sa quantité impressionnante. La productivité du bétail brésilien est aussi remarquable et est intrinsèquement liée à l'évolution des recherches scientifiques, à l'amélioration génétique du troupeau, au contrôle de la qualité sur toute la chaîne de production. Des réalisations que la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer pour atteindre ses objectifs de création d'emplois et de souveraineté alimentaire. Il est important de rappeler que les productions nationales en viande et abats et celles halieutiques ne couvrent que respectivement 44,6% et 13% des besoins nationaux. Ce constat nous rappelle donc les opportunités énormes et les possibilités qui peuvent être saisies par les jeunes dans le secteur de la production animale et des ressources halieutiques. Le sommet de l'élevage d'Abidjan, c'est du 19 au 21 mai prochain au Palais de la Culture de Treichville et sur le thème jeunesse, emploi et sécurité alimentaire. Il y a également volonté d'un partage d'expériences entre les collectivités territoriales et ainsi une convention d'accord de cadre a été signée entre la région du Tonpi et celle de Dakhla du Maroc. C'est une convention qui vient renforcer les liens d'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, suivant ce point de Godefroy Kangbawa. Abdallah Mabritouakeus, président du conseil régional du Tonpi, et Nyaha El Katat, président du conseil régional de Dakhla Oued El Dahab du Maroc, signent une convention d'accord cadre de coopération entre les deux régions. Cette convention vise plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, la culture, le tourisme et la transformation des matières premières. Pour la partie marocaine, ce partenariat est l'expression de la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Aujourd'hui, Dakhla est un pôle de formation par la qualité de ses produits, secteurs qui peuvent lier nos deux régions dans un cadre d'échange d'expériences, mais aussi dans un cadre d'investissement mutuel qui prend en considération, basé sur le principe gagnant-gagnant et au bénéfice des populations. Pour son homologue de la Côte d'Ivoire, cette signature de convention cadre vient contribuer au développement des deux régions. Si nous en sommes à la signature de l'accord cadre de coopération entre nos deux régions, c'est vous le premier initiateur. Nous devons faire en sorte que nos secteurs privés s'intéressent un peu à ce que nous avons et qu'il y ait une coopération entre ces secteurs, en particulier au niveau du Tonpi, où nous avons des attentes, notamment bénéficier de l'expérience du Maroc en matière de développement agricole, mais aussi et surtout de transformation de matières premières agricoles pour que la croissance économique se ressente chez les plus démunis comme chez les plus nantis. 20 personnalités en provenance de cette partie du Maroc ont assisté à cette signature de convention. La région de Dakhla Oued El Dahab est la plus vaste région du Maroc. Elle est située dans la partie australe du pays. Et nous changeons carrément de registre. Nous sommes au mois de mai
Et dans le système éducatif ivoirien, la période semble être celle dans laquelle s'acheminent toutes les écoles vers les grandes vacances scolaires. Et dans la ville de Divo, les établissements de la ville ont abrité ce vendredi leur journée d'excellence et une vingtaine d'élèves du cycle secondaire et primaire ont été primés dans cette localité par le député maire Amédée Kofi Kwaku. Suivant ce point de Jean-Marc Djadji. La ville de Divo, cette matinée, 3 établissements de la circonscription sont au cœur de cet événement, présidé par le député maire Amédée Kofi Kwaku. Ce sont les meilleurs élèves du groupe scolaire Abobla qui donnent le coup d'envoi du marathon du mérite. Le prestigieux prix Amédée Kofi Kwaku et le prix de la Miss Cartésienne 2023 sont attribués ensuite au major de lycée moderne 3 de Divo. Pour clore cette journée mémorable, le soixantenaire du groupe scolaire Konankro est célébré. Monsieur le ministre, vous donnez la chance à un maximum d'enfants d'avoir accès à une éducation de qualité. Vous leur donnez la chance d'être eux aussi de futurs cadres qui participeront au développement du pays. La journée d'excellence et du mérite à Divo fut l'occasion d'inaugurer un nouveau bâtiment de 6 classes, dont du député maire. Dans la commune de Divo, la moyenne d'élèves par classe tourne autour de 60. On était à 50, on tourne autour de 60. Il y a des classes même où il y a un peu moins de 50 élèves. Nous allons continuer donc à appuyer l'école, comme nous le faisons depuis 2013, pour que nos enfants travaillent dans d'excellentes conditions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions du conseil municipal et de la création des opportunités pour la jeunesse du Lodjibois. Dans l'actualité politique, les partis politiques préparent leurs militants et potentiels électeurs aux élections locales. Le RHDP, dans la région de la Nawa, a lui présenté officiellement ce vendredi les 7 candidats aux élections régionales et municipales à venir. Le chef de délégation a transmis aux militants le message du parti. Ouverture, discipline doivent caractériser ces candidatures, selon ce reportage de Sam Conan. Ils sont 7 candidats prêts pour défendre les couleurs du RHDP dans la région de la Nawa. Alain Richard Donwayi pour les régionales. Au niveau des municipales à Mayo, à Soubré, Granzatri, Meyagi, Bio et Gueyo, ce sont respectivement Lo Baflan Donwayi, Lassine Traoré, Naouno Yaba, Senghor Yepi, Yara Richard et Zékré Jean-Baptiste qui ont été désignés. Une fois que ces choix sont faits par le président de notre parti, nous devons de les respecter, quels que soient nos états d'âme, et de faire en sorte de nous ranger derrière les candidats qui ont été choisis. C'est ce qui nous a été rappelé par notre parti, parce qu'il faut que la discipline règne et que nous puissions donc défendre les couleurs de notre parti, mais aussi, surtout, défendre. Ce sont des élections locales. Nous parlons également de développement et nous pensons que notre parti est le plus apte à porter le développement dans nos régions et à porter la paix et la prospérité à nos populations. Tous ces candidats du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix ont été présentés officiellement aux responsables locaux du parti par le chef des délégations Bruno Nabanye-Kone. Nous avons également demandé aux candidats de faire preuve d'ouverture, de faire preuve de rassemblement à la demande du parti, à la demande de son président. Donc nous repartons confiants parce que nous avons vu des populations rassemblées, des populations engagées, des populations motivées, des populations décidées à permettre à ce que la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se poursuive. Des militants se réjouissent de ces choix. Et le développement des régions s'écrit même depuis les grandes villes. En témoigne cette rencontre des cadres de la ville de Sakassou dans la commune de Yopougon. Une rencontre organisée par Kofi Aoutou Emmanuel, fils et cadre de la région. Le point de Laure Goretti et Marie-Chantal Akandan. Sakassou, le développement de la ville devient une préoccupation majeure pour ces cadres. Une réunion les a regroupés. L'objectif ? Établir une stratégie visant à accélérer le développement de leur région. Emmanuel Aoutou Kofi a insisté sur l'importance de l'union
et de la cohésion sociale pour parvenir à cette ambition commune. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés entre ressortissants de Sakassou, mais cela a été un prétexte pour parler de développement. Et nous avons fait un bref bilan de ce que Sakassou a eu. Nous avons bénéficié du programme social du gouvernement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et c'est exceptionnel que le programme de développement du président de la République, une Côte d'Ivoire solidaire, profite à Sakassou. Conscient des défis qui les attendent, Emmanuel Aoutou Kofi a souligné l'importance de mettre en place des initiatives concrètes afin de renforcer les capacités locales et d'élaborer des programmes de développement durable. Si une collectivité comme une mairie est une structure de développement, alors elle doit être animée par des acteurs qui ont fait leurs preuves. Il s'agit d'un conseil municipal qui va faire en sorte que le progrès soit continu à Sakassou. Et il s'agit, ce faisant, de faire en sorte que nos jeunes, nos femmes, aient des perspectives au niveau de l'emploi à Sakassou, leur lieu de résidence. Et voilà, c'est ici que s'arrête cette édition d'information. Je vous souhaite un excellent week-end sur RTL.